Mercredi 25 mai 2016. Madame, Monsieur, bonjour. On démarre ce journal avec les échos du sommet mondial sur l'action humanitaire, le premier du genre, ouvert lundi dernier en Turquie. Le chef du gouvernement qui représentait la Côte d'Ivoire est rentré hier à Abidjan. L'enjeu principal de ce rendez-vous, notez-le, était de réorganiser le système humanitaire à bout de souffle face à des crises de plus en plus longues et fréquentes. Et la Côte d'Ivoire a fait entendre sa voix à Istanbul. Je vous invite à présent à écouter Daniel Cablon-Duncan. Il fait le point sur sa mission en Turquie. À Paris, nous avons pendant 2 jours, avec les ministres qui étaient avec nous, rencontré les 17, le secteur public, les partenaires bilatéraux, régionaux et multilatéraux, pour présenter le PND 2016-2020. Des montants comme le seuil de 30 000 milliards de francs CFA, soit autour de 100 milliards de dollars. Et disons qu'on a eu la possibilité de persuader nos partenaires de développement. On demandait 4 425 milliards de francs CFA. Comme concours, disons, de ces partenaires, nous avons obtenu pratiquement le double de ce montant, avec 15,4 milliards donc, de dollars. Le lendemain, nous avons rencontré le secteur privé, parce que c'est un élément très important. Dans le PND 2016-2020, le secteur privé doit participer à 62,5%. Et disons que dans le programme concerné, autour de 37 milliards de dollars. Et là aussi, les choses sont très bien passées, puisque le même jour, les engagements, les annonces qui avaient été faites sont autour de 19 milliards de dollars. Nous allons, comme ça a été fait pour 2012, dépasser en réalisation les montants qui ont fait l'objet d'engagement. Alors pour, disons que Istanbul, c'est le sommet humanitaire mondial. C'est une très grande réunion, une grande messe qui se tenait donc à Istanbul. Les points étaient des points quand même très très importants. Il s'agit de comprendre ce qui se passe en ce qui concerne les catastrophes, soit naturelles, comme des inondations, des tremblements de terre, les sécheresses, mais aussi des catastrophes dues à l'homme, les guerres, le terrorisme. Et l'objectif était de voir comment, quand ces choses arrivent, prendre des dispositions pour secourir les personnes concernées, mais aussi et surtout, et je crois que c'est un élément très important sur lequel les gens se sont donc appesantis, comment prévenir la plupart de ces risques, parce que c'est un risque qui peut être prévenu si des mesures sont prises à l'avance. Je crois que, à la demande du président, nous sommes intervenus pour donner l'exemple de la Côte d'Ivoire, ce qu'on fait ici. Voilà, il était donc question à ce premier sommet mondial humanitaire en Turquie d'inciter la communauté internationale à prendre des mesures globales face aux besoins humanitaires dans le monde. Le sommet n'aura pas donné lieu à un accord formel ou à des textes contraignants, mais à une initiative entre 21 grands donateurs et 16 agences humanitaires. Abidjan est sous les eaux depuis quelques jours maintenant. Les grandes pluies ont commencé et en cette période, le risque d'inondation et autres catastrophes est très élevé. La ministre de la Salubrité et de l'Assainissement était donc hier sur le terrain. Il était question pour Anne Ouloto de s'assurer de l'état d'avancement des travaux engagés concernant donc les ouvrages de drainage des eaux usées. On en parle avec Franck Quadio. Ces images datent de quelques années. À Abidjan, c'était la désolation à chaque grande saison des pluies. Et depuis, l'eau a coulé sous les ponts. Des ouvrages d'assainissement sont érigés en urgence pour pallier la situation. Un exemple, celui de Cocody, à la rivière Abonoumen. Tellement, quand ces bassins n'étaient pas nettoyés, l'eau inondait tout ce que vous voyez comme cuvette aujourd'hui. Et les maisons alentour, là, les gens libéraient les maisons. Voilà. Même une fois, la maison en face là-bas, ceux qui habitent, les propriétaires ont été obligés de monter sur le toit. Et l'ONPC est venu les sauver de là. C'est une situation-là qu'on veut juguler. Un ouvrage provisoire qui sera peaufiné selon le directeur de l'Office national de l'assainissement et du drainage après cette saison pluvieuse. Mais pour l'heure, ici, ce canal agrandi va permettre l'évacuation des eaux pluviales de Bonoumen et de toute la riviera jusqu'au plan de lagunaire. Des ouvrages donc pour mettre fin aux précédentes situations de désolation. Objet de la visite de la ministre de tutelle, Anne-Désirée Ouloto.
À la Riviera 3, sensibilisation des populations, des femmes et même des plus jeunes. Les années précédentes, dans le quartier Bonoumé, à la Riviera 3, etc., le quartier Alpha Blondie, tout cela était des sites très critiques. Aujourd'hui, nous constatons donc que tout fonctionne correctement. Et il y a encore du travail à accomplir. Ce sont de grands acquis que nous avons réussi donc à préserver. Ce projet va continuer, n'est-ce pas, pour faire en sorte que dans cette zone, en tout cas, plus aucune famille ne soit menacée de déplacement, de situations dramatiques, il n'y a plus mort d'hommes. J'invite également les populations qui sont installées dans des zones inondables, dans des bassins d'orage, qui sont installés sur des flancs des collines. Je les invite à se soumettre à toutes les instructions des agents de l'État. Nous voulons une saison de pluie sans mort à Abidjan et à l'intérieur du pays. Appel au civisme, pour nous en rendre compte, rendons-nous à Atekoubé. Ici, l'eau a envahi la chaussée, les canaux d'évacuation occupés par les riverains. Il y a l'indiscipline des riverains, que nous-mêmes on a essayé de les sensibiliser. Mais vous savez, nous sommes en Afrique, hein, quand il n'y a pas de sanctions, vraiment c'est pas facile. Voilà, parce qu'à notre niveau, bon, comme moi je représente un peu les transporteurs d'ici, et quand quelqu'un veut rentrer au bureau, c'est pas facile. Mais tu vas dire à quelqu'un de ne pas jeter les ordures, vous voyez, et tu as quoi comme pouvoir pour l'empêcher? La saison pluvieuse, on n'en est qu'au premier jet et déjà quelques désagréments. La voie d'Alipé est actuellement coupée par les eaux de ruissellement. Les autorités sont interpellées. Des affrontements sanglants à Bongouanou, le village de Broukro, a été mardi dernier le théâtre de violences intercommunautaires, des violences qui ont fait au moins un mort et de nombreux blessés. Afin donc d'apaiser les tensions, le ministre Awandoli, directeur de cabinet du Premier ministre, était sur les lieux. Salimata Dia, Hamza Diaby. Le gouvernement, aux côtés des populations victimes des affrontements survenus mardi dernier à Broukro, dans la commune de Bongouanou. Un mort et plusieurs blessés, c'est le bilan qui a conduit le ministre Awandoli Théophile auprès des familles de victimes. Le directeur de cabinet du Premier ministre est venu traduire la compassion des autorités. Accompagné du corps préfectoral et de chefs de village, le cadre de la région du Moronou était porteur d'un message d'apaisement et de pardon. Le premier message, c'est d'abord Yako. Yako à la famille qui a perdu son enfant, Yako à tous les blessés et Yako également même à tout le village. Le deuxième message, bien entendu, c'est l'apaisement. Nous avons essayé de faire comprendre à ce village que quand vous regardez nos villages, même de souche, d'origine, ce sont les mêmes familles. Et quand vous avez vécu ensemble pendant longtemps, vous devenez encore plus famille. Donc on demande aux uns aux autres vraiment de mettre bas la terre, de se réconcilier. Une mission appréciée des populations qui comptent s'investir pour une paix durable dans leur localité. Le gouvernement a aussi assuré la prise en charge médicale des blessés et a apporté son soutien financier à la famille du défunt, Adjemian Brouégène, planteur de 36 ans, tué lors des affrontements. Des affrontements survenus entre les jeunes et le chef de village, Nanan Assalé Assamoa, suite à un conflit foncier. Mais la cause immédiate de cette crise serait la désignation du nouveau président des jeunes du village. Et on évoque à présent cette rencontre entre la coordination des associations des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire et le ministre de l'Enseignement supérieur, Bakayoko Li Ramata. Au cœur des échanges, eh bien, le déroulement des examens du BTS. Notez que l'anonymat des copies, l'identification biométrique des candidats et les dates des différentes épreuves suscitaient quelques inquiétudes. C'est ce que nous dit en tout cas Ami Sissoko. La nouvelle réforme du BTS brevet de technicien supérieur est la bienvenue. C'est la position de la coordination des associations des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Dans les entreprises, quand tu vois un stagiaire qui a le BTS, qui te fait un rapport, vraiment on s'interroge. Il faut qu'on donne une valeur à ce diplôme-là. Et nous sommes partants. La nouvelle réforme du BTS touche essentiellement l'anonymat des copies, l'identification biométrique des candidats, l'enrôlement des étudiants avec des pièces d'identité originales et les dates des différentes épreuves. Ces nouvelles procédures d'organisation sont sujets à débat.
C'est pour éclairer l'opinion sur sa position que la coordination des associations des parents d'élèves et étudiants prend rendez-vous avec la presse. Relativement aux procédures d'anonymisation des copies, il a été constaté qu'il présentait des failles. Concernant l'identification des étudiants, de nombreuses irrégularités sont à noter, dont la substitution des candidats par des non-candidats, l'élaboration des faux dossiers et la production de faux documents. Aussi, pour toutes les raisons précitées, mais non exhaustives, Madame le ministre a-t-elle pris d'importantes dispositions qui devraient nous permettre non seulement d'aboutir à une meilleure sécurisation des examens BTS, mais aussi et surtout restaurer leur crédibilité tant au niveau national qu'international. Pour le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, la réforme du BTS vise à adopter une démarche qualité pour l'éradication de la fraude en vue de la crédibilité du diplôme BTS. Les examens du BTS débuteront le 16 août prochain. La Côte d'Ivoire va abriter du 21 au 30 juillet 2017 les 8e Jeux de la francophonie. Dans le pays, donc, l'événement se prépare activement et le secteur privé a bien l'intention d'apporter sa contribution. C'est ce que nous dit Mamadou Okwasi. Abidjan, capitale de la francophonie du 21 au 30 juillet 2017, avec les 8e Jeux de la francophonie. La réussite de cet événement constitue une priorité pour le gouvernement, d'où la mobilisation de tous les secteurs d'activité. Au cours de ce déjeuner, il était surtout question pour le comité d'organisation de convaincre le monde de l'entreprise à accompagner ce projet. La francophonie, c'est 80 pays. Cela fait à peu près 500 millions de téléspectateurs. Je vous ai parlé également de 5 millions de spectateurs au niveau local. Et il y a également 700 journalistes attendus, 4000 participants, 4000 jeunes venus de tous les pays. Bon, tout cela fait quand même une visibilité exceptionnelle. Et donc, nous espérons que les entreprises sauront mesurer toutes ces contreparties publicitaires et viendront nombreuses pour participer à ces jeux. Un message qui a eu un écho favorable auprès de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Elles s'engagent toutes à accompagner le gouvernement dans la réussite de ce projet. Vous avez vu la mobilisation qui a eu lieu dans ce déjeuner et je suis confiant dans le fait que le secteur privé jouera effectivement sa partition. Et comme si le discours du comité d'organisation ne suffisait pas, le ministre de la Culture et de la Francophonie en rajoute à l'assurance que le gouvernement donne aux partenaires privés. Nous voulons rassurer tous nos partenaires, les partenaires de la Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire prend toutes les dispositions pour que ces Jeux se tiennent dans de très bonnes conditions. Après ce déjeuner, un gala sera organisé le 30 septembre prochain pour mobiliser les stars du football, l'athlétisme, la culture et des premières dames africaines, dont celle de la Côte d'Ivoire. Ces personnalités seront des vitrines pour la promotion des 8e Jeux de la francophonie, dénommés Abidjan 2017. Hors de chez nous, Raqqa et Fallujah, deux fiefs du groupe État islamique sous les feux. Le premier, Raqqa en Syrie, le second, Fallujah en Irak. Les forces irakiennes et une coalition arabo-kurde tentent depuis hier d'y déloger le groupe terroriste. Thomas Guessambi. Frapper l'ennemi en plein cœur. C'est ce que tente de faire l'armée irakienne à Fallujah et l'armée syrienne à Raqqa. Deux fiefs de l'État islamique, d'où il multiplie ses sombres desseins. Ce mardi, une coalition arabo-kurde, ne comprenant pas les troupes de Bachar el-Assad, a lancé l'assaut au nord de la ville de Raqqa et sur la ville elle-même. L'Observatoire syrien des droits de l'homme dénombre au moins 22 djihadistes tués. Moscou a annoncé soutenir la coalition, tandis que Washington réchine à mener un raid commun avec le pays de Vladimir Poutine. En Irak, l'armée a déjà pillé la localité proche de Karma, la porte d'entrée de Fallujah. Cependant, le Conseil norvégien pour les réfugiés craint le sort de quelques 50 000 à 100 000 civils pris au piège par ces bombardements. L'organisation espère trouver un couloir pour approvisionner les familles qui, depuis des mois, manquent de nourriture et de médicaments. De son côté, l'État islamique a imposé un couvre-feu empêchant les gens d'aller dans les rues, a confié un habitant joint par téléphone par l'AFP. Ces frappes contre l'État islamique à Raqqa se font dans un contexte où le pays, la Syrie, a été frappé ce lundi par un attentat suicide qui a fait 148 morts et plusieurs blessés.
Falloujah, second bastion du groupe terroriste sous le feu de l'armée irakienne, est la première ville où Daesh a hissé son drapeau pour ensuite étendre ses tentacules. Voilà, et pour terminer, forte pensée en ce jour, en tout cas pour les enfants séparés de leur famille contre leur gré. Aujourd'hui, 25 mai, journée internationale des enfants disparus, journée instituée depuis 2003. C'est l'occasion de sensibiliser le grand public à la cause des concernés. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente journée.